Bonjour à toutes et à tous et bienvenue du coup dans ce premier webinaire de 2023 à destination des élus, décideurs et gestionnaires qui est organisé par le réseau Compost Citoyen Grand Est. Je suis Gaëlle Matija, maître composteur, consultante et formatrice pour Mocoche Solutions Fertiles en Moselle et depuis janvier 2023, je suis également coordinatrice au réseau aux côtés de ma chère collègue Elsa Distel qui est aussi avec nous. Nous inaugurons toutes les deux les tout nouveaux postes salariés du réseau. Réseau qui a à nouveau rencontré le soutien de l'ADEME Grand Est pour les 3 ans à venir. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne connaissent pas encore, le réseau Compost Citoyen Grand Est est une association régionale qui rassemble les acteurs qui sont engagés sur des questions relatives aux biodéchets dans des démarches de prévention et de gestion de proximité. À travers nos missions, nous essayons de faire au mieux pour informer ces acteurs, pour les outiller, mais aussi pour les fédérer en organisant des temps de rencontre pour échanger et développer une culture un petit peu commune. Et c'est dans ce cadre que nous organisons ce webinaire. Pour recontextualiser un petit peu notre rendez-vous, alors juste avant ça, voilà, on organise un certain nombre de temps forts. Vous avez l'agenda 2023 qui s'affiche sur l'écran. On reviendra sur les prochaines dates phares, à la fin du webinaire. En tout cas, pour recontextualiser notre rendez-vous d'aujourd'hui, parmi les autres webinaires que nous avons organisés l'année dernière, en septembre 2022, on avait organisé un temps spécifique sur la gestion autonome des biodéchets en établissement à travers le compostage en sortie de restauration collective. Et nous avions terminé l'année en nous lançant dans un projet assez vaste, celui de mettre en avant les coûts de la PGProx, la prévention et la gestion de proximité en Grand Est. Et la partie 1 était du coup consacrée au coût du compostage domestique et du compostage partagé. Et pour poursuivre sur cette lancée, nous abordons aujourd'hui la lutte contre le gaspillage alimentaire. Notre objectif du jour étant d'aller un petit peu plus loin dans les étapes clés d'un projet réussi, en essayant d'apporter des données un petit peu plus chiffrées autour d'interventions concrètes. Donc, au programme de ce webinaire, nous introduirons la thématique en parlant contexte, réglementation, mais surtout méthode pour calculer le coût du gaspillage alimentaire. Nous entendrons à cette occasion le témoignage d'Aude Zimmermann, qui est chargée de mission économie circulaire et alimentaire au Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. On abordera ensuite la question de l'élaboration et de la mise en place d'actions pour lutter concrètement contre le gaspillage alimentaire. C'est Fabrina Dual, qui est conseillère pédagogique à Boulay, qui nous parlera de son expérience en tant qu'ancienne directrice de l'école primaire de Volmerange-les-Boulay, avec la délicate question de la restauration collective, de la restauration satellite. Nous entendrons également le point de vue d'un professionnel de la restauration à travers l'intervention de Frédéric Boya, qui est responsable d'exploitation pour le groupe Sodexo. Et pour mettre en lumière ces deux premières parties, on consacrera un dernier temps sur les ressources disponibles dans lesquelles vous pourrez aller puiser pour développer vos propres projets. On reçoit à cette occasion Charles Thomasin. Bienvenue Charles, qui est coordinateur du réseau Partage. Il travaille lui-même pour Citoyens et Territoires. Et nous avons rencontré Charles en préparant ce webinaire. On en est ravis parce que ce réseau, vous allez le découvrir avec lui, c'est le pendant du réseau Compost Citoyen Grand Est en version alimentation durable. Enfin, nous terminerons ce webinaire, on espère dans les temps, sur la question de la gestion des biodéchets à travers, bon, vous en doutez peut-être, le compostage autonome en établissement, en vous donnant quelques pistes chiffrées pour compléter un petit peu notre webinaire de septembre 2022. Alors évidemment, tout au long de ces 2 heures, vous allez pouvoir réagir, alors plutôt dans le chat, mais on a prévu des temps pour interagir ensemble après chaque intervention. Du fait des vacances scolaires, on a malheureusement dû un petit peu s'adapter. Donc les interventions d'Aude, de Fabrina et de Frédéric sont rediffusées ce jour. Bon, ils s'excusent de ne pas être présents avec nous, mais on va essayer de répondre à vos questions si vous en avez. Et dans tous les cas, on essaiera de leur faire remonter les questions auxquelles on ne peut pas répondre et les remarques si vous en avez au besoin. Voilà, cette introduction achevée, je vais laisser la parole à Elsa qui va introduire du coup la première partie. Alors avec le micro.
Hop, voilà, rebonjour à tous et à toutes. Juste un tout petit rappel, il reste 2 personnes qui devraient répondre au sondage, donc si vous pouvez le faire, ce serait parfait. Alors, en septembre dernier, nous avons abordé la question du compostage en établissement et nous avions, très clairement établi qu'il fallait d'abord réduire les quantités pour en avoir le moins possible à traiter et ce qui rendait, les démarches plus faciles et moins contraignantes. Donc, pour pouvoir éviter le biodéchet, une des pistes, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, parce que moins on jette, moins on en a à composter forcément et donc c'est, l'objet de ce webinaire-ci pour comprendre, pour avoir un peu les clés et passer à l'action. Donc quand on parle gaspillage alimentaire, il faut savoir que le gaspillage alimentaire, concerne l'ensemble des, des denrées, enfin des aliments qui ont été, cultivés pour l'alimentation humaine. Donc toute alimentation qui n'atteint pas ce but, donc qui n'arrive pas dans nos assiettes finalement, quel que soit, le lieu où l'on mange ou la manière dont on mange, ça rentre dans le champ du gaspillage alimentaire. Quand on est en restauration, collective ou même domestique, hein, dès qu'on commence à faire la cuisine, que ce soit pour sa famille ou alors, pour plus nombreux, il y a 3 grands écueils sur lesquels enfin 3 grands moments où on peut agir pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il y aura le moment de la préparation du repas, le moment du service et de la fin de service quand on débarrasse, le retour des plateaux, voilà, quand on voit ce que les gens ont mangé ou pas. Et pour chacune de ces étapes-là, il y a des moyens d'agir assez aisés, certains plus ou moins, onéreux, qui demandent de l'investissement, mais d'autres pas du tout. Des fois, c'est simplement juste se réinterroger et à faire preuve d'un peu de bon sens, de voir comment fonctionne, son 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 restaurant et d'y arriver. Alors, pourquoi il est important de réduire le gaspillage alimentaire? Non seulement pour en avoir le moins possible à mettre dans son composteur, ça on l'a déjà dit, mais c'est pas les premières motivations en général. On va pas rentrer dans les débats, éthiques, environnementales, parce que lutter contre le gaspillage alimentaire, ça touche à ces questions-là, c'est pas le propos aujourd'hui. Il y a aussi un aspect légal, c'est-à-dire que depuis, nous allons le voir, 2018, nous sommes, obligés de lutter, surtout en restauration, de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc il y a un moment, il faut juste être en conformité avec la loi. Mais pour l'établissement, il y a d'autres leviers en fait à mettre en avant pour pouvoir, aider à la prise de décision. On vous les a listés sur la droite de la diapositive que vous avez face à vous, pardon, j'avais le mot anglais en tête. Vous avez donc l'objectif premier, ça va être de réduire les factures. En fait, en luttant contre le gaspillage alimentaire, vous allez faire baisser vos coûts. Les premiers vont être les coûts qui sont liés à la collecte de vos déchets. Mais aussi après les coûts, de matière, en fait, quand il y a besoin de moins acheter pour nourrir le même nombre de personnes, forcément, il y a un moment où on va s'y retrouver. Donc ça permet aussi de se dire, d'évaluer aussi quels sont les investissements qui vont pouvoir être, rapidement, rentables. Pour un établissement, ça permet, de créer enfin, de fédérer l'ensemble des participants, convives et personnels autour d'un projet d'établissement qui a du sens, ce qui fait appel à notion de développement durable, à l'alimentation. Ça peut toucher beaucoup de secteurs et donc ça peut être très, très fédérateur et puis, on peut sensibiliser les gens et cette sensibilisation va leur permettre excusez-moi et cette sensibilisation va leur permettre à la fois d'agir concrètement quand ils sont au sein de l'établissement, mais aussi, quand ils vont rentrer chez eux. On a mis un petit focus sur les établissements parce que c'est ce qui nous paraissait le plus parlant. Ceci dit, tout ce qui est présenté ici peut en partie être, retraduit dans d'autres contextes. Donc on s'est intéressé aux établissements qui sont en général gérés par les collectivités. Ce webinaire étant à l'origine, destiné, aux élus et décideurs, mais il y a, de nombreuses actions qui sont, aisément transposables, même si on n'est pas dans un établissement.
Suivante, s'il te plaît, Gaëlle, merci. Je vais pour les questions, chiffres, je vais rapidement laisser la place à Charles et on reparlera, législation juste après. Tout à fait. Alors, juste pour, merci Elsa, juste pour poser un petit peu le contexte global, le gaspillage alimentaire dont on a parlé, ça représente en France en 2023, selon les chiffres de l'ADEME, 10 millions de tonnes qui sont effectivement jetées, qui étaient destinées à l'alimentation humaine et qui sont sorties de ce but. On distingue généralement, on parle de un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers à la phase de production, un tiers au moment de la transformation, distribution de produits alimentaires, et un dernier tiers à l'état final, enfin auprès du consommateur final. Et donc sur ces grands camemberts-là, on sait qu'il y a 8% donc de ces 10 millions de tonnes qui s'effectuent au niveau de la restauration collective. Donc c'est un chiffre quand même assez important, et quand on parlait de levier pour les collectivités, je pense que ça permet de mettre un peu les choses en perspective. Ce qu'on peut voir en termes de, c'est les quelques chiffres hein, qu'on a pu afficher, et qui permettent de voir un petit peu le type d'aliments quand on zoome sur une assiette et sur un établissement de restauration collective, où est-ce que le gaspillage s'effectue. On voit que ce sont en majorité, en très grande majorité, à 60%, des légumes et des viandes. En majorité, donc en termes de volume, hein, de poids, qu'en part financière, forcément, quand on parle de viande, c'est la viande qui prend le dessus, puisque à poids égal, ça a une valeur plus forte. Et donc, quand on voit le dernier petit camembert, 77% en fait de la perte est au niveau du plat principal de la restauration collective. Donc en fait, ce qui est aussi intéressant peut-être de montrer, c'est la distinction entre les types de restauration collective. On a effectivement, plus on vieillit, si on peut dire, plus la perte en grammes par personne et par repas est grande. 70 grammes en primaire, 135 grammes au collège, 150 au lycée. Et puis effectivement, alors c'est une typologie un peu plus particulière, mais tout ce qui est maison de retraite, EHPAD et établissements de santé sont ceux où le gaspillage est le plus présent, du fait d'un certain nombre de difficultés, hein, des enjeux en termes effectivement de goût des personnes âgées, des personnes qui sont hospitalisées, et puis de prévision de la production. Voilà. Alors les chiffres présentés, Agnès, proviennent de l'ADEME. C'est l'ADEME qui réalise ces études. Il y a le petit logo qui a été amputé dans l'insertion. Je pourrais vous les faire parvenir. Et puis, on s'est appuyé aussi sur les conseils d'un des membres du réseau Partage, Jean-Paul Prévost, que je remercie, qui nous avait fourni un certain nombre de diagrammes. Donc, effectivement, voilà pour poser un petit peu les chiffres et les grandes tendances autour du gaspillage en Restauco, ce qui nous permet, je pense, d'aller sur la suite. Oui, merci. Alors, on va faire un tout petit peu de vocabulaire et on va s'accorder sur la définition du biodéchet. Quand on parle biodéchets, donc on parle à la fois des déchets de cuisine et de table, mais aussi des déchets verts, des déchets de jardin, des espaces verts, etc. Donc l'ensemble forme le biodéchet. Dans les déchets de cuisine et de table, il y a en théorie 2 types. Il va y avoir les déchets végétaux, donc ça va être les épluchures, les restes de fruits, de légumes cuits, etc. Et les déchets carnés, donc les restes de plats avec viande ou poisson, les éléments de préparation de poisson et de viande, les os, les arêtes, etc.
L'ensemble de ces déchets, qu'ils soient d'origine végétale ou animale, relèvent pour le législateur de la même catégorie. Donc, ce sont des sous-produits animaux de catégorie 3. Et c'est cette typologie de déchets qui va nous permettre, nous, de pouvoir après les traiter en gestion de proximité. Voilà. C'est parce qu'ils sont dans cette catégorie-là, si on peut passer juste à la diapositive suivante. Donc, vous avez 3 catégories de déchets appelés sous-produits animaux, donc la catégorie 1, la catégorie 2 et la catégorie 3. La catégorie 3, ce sont ceux qui ne présentent pas de risque sanitaire, mais même si vous faites une journée exclusivement végétarienne, on va dire, le législateur considère qu'il peut y avoir contamination parce que par contact, et donc par principe de précaution, l'ensemble est mis dans la même catégorie de déchets. Voilà. Et donc, les sous-produits animaux de catégorie 3, comme vous pouvez le voir, peuvent être traités, entre guillemets, par le compostage de proximité que nous aborderons en fin de webinaire. Après ce petit accord, on va dire, nous allons parler un peu législation. Donc, d'où ça vient la lutte contre le gaspillage alimentaire si on enlève le caractère nécessaire lié à l'éthique et à l'environnement. Ça remonte à 2016 déjà, bref, où il y a eu une première loi qui était relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire, où on mettait en avant la prévention. Elle a été suivie par la loi Egalim en 2018, avec une obligation d'information et d'éducation, qui a été complétée par une ordonnance en 2019. Là, dans cette ordonnance, il y avait des précisions en fait pour la mise en œuvre de la loi Egalim, avec l'obligation de réaliser le diagnostic, de mettre en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire, d'établir des partenariats et aussi l'interdiction de dénaturer les denrées. Voilà, ce qui a fait un peu la une des journaux avec certains commerçants ou autres qui asperger les aliments qu'ils jetaient de javel pour qu'ils ne soient pas récupérés ni jetés. Et enfin, la loi relative à la lutte contre le gaspillage en février 2020, qui fixe l'objectif de réduire de 50% le gaspillage alimentaire. Alors, ce 50%-là est calculé à partir d'un état des lieux posé en 2015. Donc, l'objectif est pour 2025 parce que c'est 10 ans. On a 10 ans pour l'atteindre. 2025, c'est après-demain. Donc, il faut tous y aller. Mais vous allez voir qu'on peut aisément, chacun en faisant notre petite part, réduire d'une trentaine de pourcents sans trop de difficultés. Voilà. Donc, de fait, si vous voyez le champ d'action de ces différentes lois et ordonnances, vous pouvez constater que sont concernés à la fois les établissements d'enseignement, donc de la maternelle jusqu'au lycée, post-bac, Crous et compagnie, les établissements sociaux et de santé. Alors, les établissements sociaux, ça va être l'ensemble des centres de loisirs, des périscolaires, mais aussi de santé. Donc, ils sont compris les établissements, les maisons de retraite, les EHPAD, les hôpitaux, etc. Et enfin, les établissements dits de travail, que ça va être tout ce qui est restaurants d'entreprise, les restaurants sur les bases militaires, les restaurants qui sont dans les prisons, etc., etc., etc. Donc, le champ d'action est très vaste et de fait, sont donc concernés un grand nombre d'acteurs publics, de la mairie jusqu'au conseil régional, en passant par le conseil départemental, l'ensemble des prestataires, l'ensemble des traiteurs qui ont maille à partir dans la restauration collective proposée quotidiennement. Voilà. La première, on va commencer à aborder la question du coup là tout de suite avec Gaëlle, qui va nous présenter un premier focus sur une méthode de calcul pour pouvoir un peu mesurer l'impact financier de ce gaspillage alimentaire. Merci Elsa. Effectivement, on s'est dit que avant de rentrer dans le vif du sujet des fameuses grandes étapes,
On s'est dit que c'était quand même intéressant d'avoir, une méthode un petit peu de calcul, pour, mesurer un peu l'impact financier du gaspillage alimentaire sur, son restaurant et on n'a pas toujours, les billes pour le faire efficacement. On s'est, fait accompagner, si vous avez suivi le webinaire de septembre 2022, Nicolas Mortas qui, travaille chez Organéo, nous a un petit peu accompagnés, pour créer ce petit tableau et l'idée c'est de finalement mesurer, l'impact financier du gaspillage alimentaire en multipliant, le résultat du coût, par denrée par le nombre de convives quotidiens, multiplié donc par le nombre de jours de fonctionnement du restaurant. On a expliqué, on a illustré ça avec un exemple. Si votre coût est de denrée est de 3 € par denrée pour les 500 convives, et que vous multipliez, les 1 500 € que vous obtenez, par, le restaurant actif 175 jours par an, on obtient, un coût de 264 000 € par an. Avec, si on se base sur les quantités, jetées, en retour plateau qui sont proposées par l'ADEME, à savoir 17 ça nous donne un coût de gaspillage alimentaire de 44 000 € sur ce fonctionnement. Ce qui est quand même assez énorme, puisque c'est comme si les 44 000 €, on les mettait à la poubelle. Donc on a vraiment plutôt intérêt, à, lutter contre le gaspillage alimentaire pour faire ces fameuses économies. Alors, voilà, évidemment, c'est un exemple. On vous propose, ensuite de pouvoir, vous-même calculer votre prix denrée et de faire votre propre calcul, par rapport à vos établissements. Mais l'idée, c'était un petit peu de montrer que si effectivement on réduit de 30 ce gaspillage alimentaire, rien que de 30 eh bien, c'est quand même, un gros chiffre d'économie. Et ça, c'est un premier chiffre. Alors vous allez le voir, hein, tout au long de notre partie 1, 2, et 3, c'était très compliqué pour nous de donner un petit peu comme on l'a fait dans le webinaire, de novembre 2022, quand on a parlé des coûts de projets de compostage de proximité ou de, compostage domestique, où là, on a vraiment pu lister un petit peu le matériel, ce qu'il fallait prévoir et cetera. Là, c'était compliqué parce que, on se base beaucoup sur l'humain, mais aussi ça dépend de plein de facteurs et c'était pas très intéressant de lister finalement tous les facteurs un peu, bruts de façon comme ça. Donc on a préféré, aller voir quelques professionnels et on s'est rendu compte que les professionnels qui accompagnent, la lutte contre le gaspillage alimentaire, un accompagnement professionnel, ça tourne autour des 7 000 €. Alors vous allez en avoir qui sera moins, d'autres ce sera plus. Ça va dépendre de plein de, ça va dépendre de leur niveau d'accompagnement, si on peut dire comme ça. Mais même si vous passez par un accompagnement de professionnel de 7 000 €, on fait quand même une économie, on retombe quand même sur ses pattes. Voilà, ça nous paraissait important de vous le montrer. Voilà un petit peu pour la méthode de calcul de l'impact financier du gaspillage alimentaire. Est-ce que je te redonne la parole, Elsa, ou est-ce que Allez, tu je veux que je continue. poursuive? Allez. Et donc, comment atteindre ces 30 de réduction pour pouvoir, amortir quelque part, les investissements nécessaires? Alors, on va avoir le témoignage tout à l'heure de, Aude Zimmermann. En préambule, un projet de lutte contre le gaspillage alimentaire a des grandes étapes qu'on peut retrouver dans de nombreux projets. Donc, on en a vu beaucoup et on a pris en gros, les étapes qui étaient communes à l'ensemble. Après, pourra, comme disait Gaëlle, selon l'accompagnateur et sa manière de faire ou selon ce que vous allez faire vous-même, en autonomie dans vos établissements ou faire, il pourrait y avoir des petites différences, mais par contre, les 4 étapes que nous vous listons ici sont celles que l'on retrouve de manière quasi, systématique, voire systématique à 100. Donc la première, il va falloir expliquer pourquoi on fait les choses, et essayer de fédérer le maximum de personnes autour de ce projet parce que, bah, comme beaucoup dans nos métiers, le gaspillage alimentaire ne fait pas exception. L'idée, c'est de s'appuyer sur l'humain et sur l'intelligence collective et donc il faut vraiment que tout le monde soit partie prenante et pour pouvoir s'engager, les gens doivent comprendre pourquoi ils s'engagent et à quoi ils s'engagent. Le deuxième, ça va être de poser le diagnostic, c'est-à-dire qu'à un moment, il va falloir mettre un point zéro, un temps. Voilà, on dit à ce moment-là, on part de cette base-là
Et c'est à partir des chiffres récoltés à ce moment-là que l'on va pouvoir mesurer, parce qu'il faut mesurer, les gains, donc en l'occurrence, les pertes qui n'auront pas eu lieu, par rapport à notre action pour pouvoir évaluer l'action. Donc il va y avoir des campagnes de pesée à un moment, sans avoir rien mis en place. On fait l'état des lieux et on se rend compte de quelle est l'étendue où on mesure le gaspillage Bon alimentaire appétit. dans l'établissement. Après, il y aura un diagnostic qualitatif à faire, c'est-à-dire, bah, voilà, le gaspillage alimentaire, il vient plutôt à quel moment? Qu'est-ce qui est gaspillé? À quel moment de l'année? À quel moment, de la journée s'il y a restauration, matin, midi et soir, et cetera. Et donc ce diagnostic qualitatif permettra aussi d'orienter un peu les actions à mettre en place. Si, le petit déjeuner ne génère, quasi aucun gaspillage alimentaire, c'est pas la peine en gros, c'est pas la peine de s'y intéresser. Voilà, c'est tout bête, mais, ça reste, il faut le diagnostic quantitatif et qualitatif. Et enfin, il faut tenir comme c'est un projet qui concerne à la fois, le personnel et les convives, il faut que tout le monde soit impliqué et conscience des résultats. Et donc à étapes, ça, c'est à chacun de définir, donc c'est ce qui va jouer aussi éventuellement sur, les coûts d'accompagnement si vous choisissez de vous faire accompagner. Ça va être de présenter les résultats. Voilà, où on en est, à quel point on en est, qu'est-ce qu'on a réalisé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et il faut réajuster au fur et à mesure ou aller plus loin ou se fixer des objectifs plus ambitieux. Et donc ça fait partie, c'est une démarche de projet plus que classique, hein. Il y a vraiment pas de secret. Et lors de la présentation des résultats et de l'élaboration éventuellement des actions à venir, l'ensemble des participants, qu'ils soient, personnels ou convives, doivent être impliqués et pouvoir avoir, voix pour pouvoir proposer des solutions et participer et prendre enfin voilà, s'approprier vraiment ce dispositif et ce projet. Voilà, je regarde juste rapidement dans le chat s'il y a des questions. Nous allons donc passer au témoignage de Aude Zimmermann, qui est chargée de mission économie circulaire alimentaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Leur démarche a été un peu particulière, vous allez le découvrir, c'est qu'au départ, leur projet était d'installer des sites de compostage dans les collèges. Et donc c'était, leur action en fait au départ était de faire de la prévention, de la gestion de proximité plutôt dans les collèges pour que, il n'y ait pas à traiter, de déchets. Donc l'idée c'était de rentrer par la voie déchets et ils ont, finalement, réorienté un peu leur projet en disant qu'il fallait, plutôt prévenir au départ et donc ils ont fait évoluer leur projet, l'année, l'année suivante. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Aude Zimmermann, je suis chargée de mission économie circulaire alimentaire au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle depuis 2018. Et dans le cadre de mes fonctions, j'ai entre autres la question de la lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des établissements qui relèvent de la compétence du département, donc à savoir bien évidemment les collèges, mais aussi les EHPAD et les établissements pour personnes handicapées, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social. Alors, comment au niveau du département, on en est venu à travailler sur la lutte contre le gaspillage alimentaire? Ça a démarré en 2013, donc il y a 10 ans maintenant. À l'époque, les départements avaient encore la compétence déchets et donc c'est par cette entrée-là qu'on en est venu à travailler, donc sur la lutte contre le gaspillage alimentaire puisque, il y avait un premier marché qui avait été lancé, pour la période 2013-2017 qui visait à accompagner donc les établissements, relevant de la compétence du département que j'ai cité tout à l'heure, à mettre en place, une action de compostage, enfin le compostage sur site au sein de leur établissement. Donc, il y a eu un accompagnement qui était proposé par Organéo et Arbre à Coop, une autre société coopérative.
et dont l'objet de la mission était de déployer donc le compostage au sein des établissements volontaires. Donc, il y a eu pendant cette période-là 35 établissements accompagnés, collèges, EHPAD, MEX confondus. Et en fait, en cours de marché, on s'est dit, oui, c'est bien beau de vouloir travailler sur le compostage, mais il faudrait intervenir en fait en amont et donc agir plutôt sur la réduction des biodéchets par des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc en fait, ce premier marché en fait a été réorienté vers la fin du marché vers davantage vers la lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est-à-dire que les établissements n'étaient plus seulement accompagnés pour mettre en place le compostage, ils étaient également accompagnés avant à des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais qui étaient, comment dire, annexes, on va dire, puisque l'objet principal du marché était la mise en place du compostage. 2017, donc ce marché se termine. 2018-2021, et donc là, je peux en parler plus facilement puisque j'étais présente au niveau du département lors de la réalisation de ce marché. Donc, on a relancé un nouveau marché, cette fois-ci uniquement fléché sur la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec pour objectif d'accompagner 36 établissements, donc pareil, hein, tout confondu, et également avec un objectif quantitatif d'une réduction de 30% du gaspillage alimentaire au sein des établissements accompagnés. Donc, ce sont à nouveau Organéo et l'association Partage ton frigo qui ont obtenu le marché. Et donc, ensuite, on a communiqué au niveau départemental en direction des collèges, des EHPAD, des MEX, des établissements pour personnes handicapées, et se sont inscrits les établissements qui étaient volontaires pour bénéficier de cet accompagnement. Alors, cette fois-ci, sur ce marché-là, l'accompagnement était double. D'une part, un accompagnement individuel au sein de l'établissement, avec un diagnostic complet du fonctionnement de la restauration. Ensuite, l'élaboration collective d'un plan d'action à partir donc des informations fournies par le diagnostic. Et puis ensuite, une campagne de pesée 1 an après la première campagne de pesée qui fait partie du diagnostic pour vérifier l'impact du plan d'action et l'évolution du gaspillage alimentaire. Donc ça, c'était l'accompagnement proposé de manière individuelle à chaque établissement volontaire. Et parallèlement, il y avait un accompagnement collectif par l'animation de 8 modules de formation qui étaient ouverts aussi au personnel des établissements. Alors, selon les thématiques, ça pouvait être plutôt les équipes de cuisine ou gestionnaires, où il y avait aussi le personnel éducatif parce qu'il y avait des modules de formation dédiés plus à la sensibilisation des convives, par exemple. Voilà. Donc, le marché qui devait normalement se dérouler sur 3 ans a été prolongé du fait de la période Covid, et donc s'est achevé en 2022. Donc, les 36 établissements ont bien été accompagnés. On n'a pas atteint, en tout cas en moyenne, sur les établissements accompagnés, les 30% de réduction du gaspillage alimentaire qu'on avait visé, puisqu'on a une réduction d'un peu plus de 20% au sein des établissements. Quoi qu'il en soit, en tout cas, sur les collèges, alors je vais prendre cet exemple-là parce que c'est essentiellement des collèges qui ont été accompagnés sur les 36 établissements. La réduction du gaspillage alimentaire qu'on a pu observer donc, au sein des collèges accompagnés a permis de sauver plus de 100 000 repas sur 1 an et de faire une économie globale de 621 000 euros, dont 240 000 euros uniquement sur l'achat des denrées alimentaires. C'est-à-dire que dans le calcul du coût du gaspillage alimentaire auprès des établissements,
sont pris en compte à la fois l'achat des denrées à proprement parler, mais aussi toutes les charges indirectes qui sont indispensables à la confection des repas, notamment les fluides, les ressources humaines qui sont mobilisées. Et donc, si on met tout cela bout à bout, une baisse de 20% dans les établissements accompagnés a permis de réaliser donc une économie de plus de 600 000 € sur une année. Voilà, donc ça c'était pour le marché 2018, j'ai dit tout à l'heure 2021, mais c'était normalement la date limite du marché, mais qui a été prolongée, comme je l'ai dit, en raison de l'interruption de l'activité liée à la Covid. On a renouvelé donc un nouveau marché sur une plus petite forme, cette fois-ci, sur une seule année, considérant que la plupart des collèges avaient au moins bénéficié une fois de l'accompagnement entre le marché de 2013, 2017 et 2018-2021, sachant que sur notre département de Meurthe-et-Moselle, il y a une soixantaine de collèges, dont 44 qui disposent d'une cuisine de production sur place. Donc, c'est essentiellement ceux-là qui on accompagne, puisque c'est au sein de ce type d'établissement qu'on a davantage de marge de manœuvre et de levier d'action pour réduire le gaspillage alimentaire, beaucoup plus que quand les collèges sont livrés par d'autres organismes ou d'autres établissements pour leurs repas. Oui, sur le coût de ce marché 2018-2021, le coût total du marché s'est élevé à environ 150 000 €, un peu moins, entre 145 000 et 150 000 €, qui a bénéficié d'une subvention de l'ADEME sur les 3 années, donc pour réaliser l'ensemble des prestations qui avaient été confiées aux prestataires. Et donc, comme je vous le disais précédemment, donc on a renouvelé un petit marché cette fois-ci sur l'année scolaire 2022-2023 pour un montant d'environ 30 000 €, pour lequel ont été retenus encore une fois Organéo et l'association Partage ton frigo, qui sont vraiment les 2 associations les plus expérimentées et dont on est vraiment content du travail réalisé auprès des établissements. Ce nouveau marché propose donc un nouveau plan de formation avec un module de formation par mois et ensuite un accompagnement un peu plus à la carte, c'est-à-dire que ce qui constituait l'accompagnement individuel lors du précédent marché que j'ai décrit tout à l'heure a été découpé en fait en plusieurs types de prestations. Et en fait, les établissements peuvent nous solliciter par le biais de bons de commande. C'est-à-dire qu'il y a un établissement qui voudra réaliser juste une campagne de pesée parce qu'il a déjà été accompagné les années précédentes et il veut voir où il en est aujourd'hui dans l'évolution de son gaspillage alimentaire. Donc, dans ce cadre-là, soit l'établissement est suffisamment motivé, je vais dire, et autonome pour réaliser sa campagne de pesée seul, sachant qu'on a réalisé avec le concours d'Organéo un kit qui permet vraiment d'organiser des campagnes de pesée de manière régulière et de manière autonome. Ou si l'établissement ne se sent pas de prendre en charge toute l'organisation de cette campagne, on peut donc par le biais de ce système de bons de commande faire intervenir Organéo pour qu'il soit présent et qu'il lance la campagne de pesée sur une semaine telle que selon le protocole qui a été défini. Voilà. Deuxième type de module que les établissements peuvent solliciter, c'est un accompagnement pour un diagnostic complet pour ceux qui n'en ont pas encore bénéficié, puis pour l'élaboration de leur plan d'action. En revanche, pour les établissements qui ont déjà bénéficié d'un accompagnement les années précédentes, ils peuvent solliciter aussi une prestation afin de réviser éventuellement, d'évaluer et de réviser le plan d'action qui a été élaboré les années précédentes. Et enfin, on propose également des ateliers de sensibilisation
en direction des collégiens. Alors, ça peut être soit les éco-délégués, soit les collégiens du CVC. Voilà, après, c'est l'établissement qui voit en fonction de son organisation en interne. Et là, il y a plusieurs types d'ateliers qui sont proposés aux collégiens, notamment leur permettre aussi de prendre en main l'organisation d'une campagne de pesée. Parce que ce qu'on aimerait vraiment au niveau du département, c'est de pouvoir faire en sorte qu'après ces campagnes de pesée deviennent des automatismes, c'est-à-dire que les établissements puissent de manière très régulière organiser ces campagnes et nous faire remonter les résultats des campagnes de pesée pour nous permettre aussi, nous, au niveau départemental, de suivre l'évolution du gaspillage alimentaire. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué à un instant T de dire, bon, bah voilà, on en est au niveau du gaspillage alimentaire dans les collèges, parce qu'on a bien souvent pas les données, ou alors les données qui datent de quelques années, donc qui ne sont plus forcément d'actualité. Voilà, je pense avoir tout dit. Merci. Alors moi, j'ai noté une ou deux petites questions. Oui. Est-ce que vous avez déjà un retour sur pourquoi c'est essentiellement des collèges qui se sont emparés de ce premier marché que vous avez mené entre 2018 et 2021, puisque, étant donné que vous avez proposé à d'autres types d'établissements, est-ce que vous avez, vous, un avis sur pourquoi est-ce que ce sont surtout des collèges qui ont répondu présents à à ce projet-là? Bah, je pense parce que les collèges ont un rôle éducatif et donc les équipes éducatives, de direction, se sont plus facilement emparées de ce sujet. En se disant, ça fait partie aussi de notre rôle éducatif d'établissement, de travailler sur ce sujet-là et de sensibiliser aussi les élèves sur la question du gaspillage alimentaire. En EHPAD, ce qui ressort bien souvent, c'est que et ce que je comprends, hein, ou dans les autres établissements, c'est que les questions liées à l'alimentation, à la restauration, c'est pas leur priorité, notamment dans un contexte qu'on connaît très tendu en termes de personnel. La priorité, c'est pouvoir apporter les soins aux personnes euh, qui, qui sont dans l'établissement. Et puis bon, je vous cache pas que les années de Covid 2020, 2021, voire encore 2022, en fait, a fait que les EHPAD sont vraiment fermés et que voilà, leur priorité, c'est de garantir en fait la santé de leurs résidents avant de travailler sur la question de lutte contre le gaspillage alimentaire. Ok. Voilà. On va s'arrêter là pour cette intervention. Est-ce que vous avez des questions éventuellement? Pas de questions? Il n'y a rien dans le chat. Ouais, rien dans le chat. Ah. Ah, combien se sont élevées les subventions? Alors, je ne lui avais pas demandé explicitement le montant de la subvention ADEME. Je pourrais lui faire remonter. Je ne sais pas si c'était le fonds Gébiodec ou non qui avait été mobilisé, parce que le fonds Gébiodec, il me semble me souvenir que c'était 50% des projets qui étaient financés par l'ADEME. Voilà, c'est a priori de ce côté-là, du côté Gébiodec, mais c'est plus d'actualité parce que l'ADEME ne propose plus l'appel à projet Gébiodec. Maintenant, c'est le fonds vert qui est mobilisé pour pouvoir faire de ce type de demande de subvention. Voilà, après, si vous voulez les chiffres précis, on pourra vous transmettre les coordonnées d'Anne Zimmermann. De toute façon, vous les aurez pour pouvoir potentiellement la contacter si vous le souhaitez. Les organismes présentés existent-ils dans tous les départements? Alors, pour ce qui est des acteurs, alors si je me souviens bien, les acteurs qui sont intervenus au CD 54, ce sont Organéo, qui est un bureau d'études et pas une association,
et Partage ton frigo, qui est une association pour le coup. Ils existent toujours, en tout cas pour ce qui est d'Organéo. Et sont-ils présents dans tous les départements? Je sais qu'Organéo intervient potentiellement en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. Ils interviennent, je crois, dans tout le Grand Est, mais après, pour l'annuaire des acteurs qui propose ce type d'accompagnement, il y en a dans tout le Grand Est, et on vous invite à vous rendre du coup sur notre site internet Réseau Compost Citoyen Grand Est pour pouvoir regarder en fonction de votre territoire quels sont les acteurs qui peuvent potentiellement vous accompagner sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. J'ai pas vu de questions supplémentaires. Oui, Organéo a aussi une antenne en Île-de-France, tout à fait. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai l'habitude que les webinaires sont focus Grand Est et du coup, je cible. Mais tout à fait, et tout à fait. Merci, merci Julie. Oui, tous les sites internet des RCC régionaux ont leur liste d'acteurs. Donc voilà, si vous n'êtes pas en Grand Est et que vous êtes ailleurs, vous allez avoir l'annuaire des acteurs qui est présenté. Elsa, est-ce que tu veux poursuivre sur Je le tableau? reprends. Ouais, Oui, très bien. alors rapidement, hein, parce qu'on a vu que c'était compliqué de mettre des choses enfin, des éléments très détaillés sur ces grandes étapes. On s'est dit qu'on allait juste un peu préciser les grandes étapes qui vous ont été présentées au début juste avant le témoignage. Donc, pour expliquer les enjeux, il va falloir, qu'il y ait accompagnement ou pas d'accompagnement, mobiliser à la fois le chef d'établissement, le gestionnaire, le chef d'équipe, le chef et l'équipe de cuisine, le ou la chef hein, d'ailleurs. L'ensemble du personnel d'entretien, ils font partie de ces équipes-là à mobiliser et l'ensemble des équipes, qu'elles soient équipe pédagogique dans le cadre d'un établissement scolaire, par exemple, l'équipe d'animation, l'équipe de soins, l'équipe d'encadrement, quelle que soit la typologie d'établissement, c'était vraiment pour réinsister sur le fait que c'est un projet qui ne concerne pas que la cuisine. Et donc, ces personnes-là vont être mobilisées au départ du projet et très rapidement, il va falloir mobiliser les convives pour avoir leur participation active. Ce temps n'est pas à négliger parce il faut vraiment faire groupe, il faut vraiment mobiliser, trouver les arguments qui vont faire que chacun va vouloir vraiment s'investir parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'appuie sur l'humain et donc il faut que ça s'inscrive dans un temps plutôt moyen, voire long, voilà, sur la durée. Voilà, l'idée c'est de s'engager sur la durée, donc pas faire beaucoup d'investissements d'un coup et puis après le soufflet retombe. C'est vraiment se dire que ben, voilà, ça va être un changement de façon de faire, un changement de travail. Il va y avoir des changements qui vont devoir s'opérer et donc il faut y aller progressivement. Si vous vous faites accompagner, l'avantage, c'est d'avoir l'œil extérieur, en fait, dans cette étape-là. C'est-à-dire que cette personne, elle va pas faire partie de l'histoire de l'établissement, elle va être un peu plus objective, plus neutre aussi et présentera, les éléments, tels queux et pas avec, éventuellement un passif. On sait que des fois les équipes, dès qu'on travaille en équipe, peut y avoir des petites tensions ou des petites choses, des incompréhensions. Le professionnel va pouvoir un peu les démêler. Le diagnostic, qu'il soit quantitatif ou qualitatif, il faudra quelques outils, mais c'est pas, comment dire, c'est pas ce qui va alourdir la facture. Ça va être une salle pour pouvoir se réunir, des pesons et des bacs qui peuvent être déjà présents hein, dans l'établissement, des tableaux. Donc, c'est du matériel qu'on peut aisément réutiliser ou trouver en propre. Les pesons ou la balance, il n'en faut pas 50, il en faut une. Et puis après, établir des questionnaires de satisfaction. Alors l'intérêt voilà, soit on le crée soi-même, soit effectivement le professionnel vient, accompagne et peut fournir éventuellement une partie des outils. Donc voilà, c'était pour juste voir un peu la plus-value éventuelle de l'accompagnement professionnel. On insiste peut-être un peu, on n'est pas missionné pour faire l'apologie des accompagnateurs de projets, mais
ce que l'on a pu constater, c'est que quand on est dans une gestion quotidienne d'un établissement, réussir à dégager du temps pour pouvoir faire un projet qui, somme toute, vient s'ajouter à son quotidien, c'est parfois compliqué. Le fait de faire appel à un professionnel, ça force à formaliser des temps et donc ça peut être un peu plus efficace selon. Et voilà, sur ce point, je ne veux pas m'étendre plus, on va continuer à partir à découvrir un peu ces grandes étapes avec les témoignages qui suivent. Ouais, tout à fait. Donc là, on a passé en revue surtout la partie diagnostic qui peut paraître un petit peu anecdotique, mais qui on a vu qui est indispensable. J'en profite pour rajouter un tout petit point sur la partie présentation de ces premiers résultats. On le verra, on aura quelques petites astuces qui seront proposées par le dernier témoignage de Sodexo. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à être très illustratif, à impliquer les convives en mettant vraiment en valeur les quantités. Voilà, mettre du pain, stocker le pain pendant une semaine dans des boîtes transparentes pour montrer à quel point le nombre de pain qui est gaspillé, ça fait tout de suite mouche, ça fait tout de suite un gros volume et du coup, ça marque les convives. Voilà, ça peut passer aussi par des choses simples mais qui sont très efficaces. Voilà, une fois la partie diagnostic terminée, on a fait nos analyses, on a analysé les résultats. On va mettre en place des actions concrètes au sein de notre établissement. On voulait vous partager le témoignage du coup de Fabrina Dual, qui était l'ancienne directrice de l'école primaire de Volmerange-les-Boulets et qui nous partage un petit peu son expérience. Et hop. Bonjour à tous, donc je me présente, donc je m'appelle Dual Fabrina, je suis conseillère pédagogique, je suis l'adjointe à Madame l'inspectrice de la circonscription de Boulay. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous proposer un travail qui est mené dans une école rurale, une école à Volmerange-et-Boulay, donc l'école qui est dotée d'un très beau jardin pédagogique, été créée donc dans les 2010, vers 2010, et qui au fur et à mesure des années s'est doté d'autres aménagements qui ont été créés par les élèves. Donc là, ça va être un témoignage d'expérimentation sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et sur le compostage des déchets qui perdure encore à l'heure d'aujourd'hui sur la structure. Voilà. Donc pour la petite histoire, donc j'étais directrice autrefois de cette école de 5 classes composée d'élèves de la petite section jusqu'au CM2. Et le périscolaire jouxte cette école et le jardin aussi. Donc c'est quand même des facteurs facilitants pour la gestion des déchets via la restauration scolaire. Voilà. Ensuite, je vous présente une trame. Donc, au niveau du sommaire, on va vous expliquer pourquoi on a choisi ce projet, nos objectifs, quel diagnostic, à partir de quel diagnostic on est parti, quels sont les plans d'action qu'on a initiés à partir de ce diagnostic, l'évaluation de notre programme et ensuite quelques exploitations pédagogiques en classe. Pourquoi ce projet? En fait, les élèves ont étudié que sur le niveau national et au niveau mondial, se sont rendus compte par des recherches personnelles que l'un tiers de la nourriture était jetée dans le monde. Ensuite, en se rapprochant, donc au niveau national, on s'est aperçu que 20% de la nourriture était gaspillée au long de la chaîne alimentaire, tout au long de la chaîne alimentaire. Et puis, pour se rapprocher donc ses descendants, hein, vous doutez bien. Ensuite, on s'est intéressé à la cantine scolaire, aux restaurations, et on a lu donc dans différents articles que 30 à 40% des produits vont à la poubelle en restauration collective. Du coup, ça nous a donné l'idée de s'engager à réduire le gaspillage alimentaire de moitié à l'horizon 2025. Ça, c'était le projet général. Mais nous, pour notre restauration scolaire, c'était pas forcément de moitié parce qu'on ne savait pas trop où on en était vis-à-vis des déchets. Voilà. Sur Volmerange, donc nous, on a un PEDT, c'est un projet éducatif territorial
Et c'est-à-dire que les enseignants et l'équipe du périscolaire se fédèrent autour de ce projet-là et ciblent 3 ou 4 objectifs communs pour l'année. Et tous les ans, ce projet-là est revu. Donc, notre idée, c'était de travailler autour de la cantine et puis aussi autour du concours qui était organisé par CIDEM. C'était ma cantine sans gaspille. C'était la 5e édition à l'époque du Pass Écolo. Donc, il y avait à la fois notre PEDT et à la fois le concours. Donc, au niveau de l'éducation nationale, mais ça, je vais vous le passer vite, les 2 objectifs. Donc, nous, on a un vadémécum qui est justement sur l'alimentation et le goût. Et dans ce vadémécum, il y a une partie justement sur la restauration collective. C'est-à-dire, il y a des objectifs à atteindre dans le cadre scolaire. Donc, ce qu'on avait ciblé, c'était gérer et réduire le gaspillage alimentaire et renforcer la coordination entre les actions éducatives et pédagogiques menées au sein de la classe, les actions possibles sur le temps méridien, c'est important, et les engagements de la restauration scolaire. Vous voyez que tout est imbriqué entre le scolaire et le périscolaire. Ensuite, au niveau du concept des objectifs, notre concept à nous, donc le but, c'était que les enfants puissent comprendre les causes du gaspillage alimentaire dans la cantine et puis on voulait quantifier ça. Et donc, pour ça, on a demandé de l'aide après, parce qu'on n'était pas capable de le quantifier. Parce que le but, c'était bien d'apporter des solutions concrètes pour y remédier dans le cadre scolaire, périscolaire. Et nos objectifs pédagogiques au niveau de l'école, c'était d'éduquer les élèves à la prévention des déchets, s'inscrire dans le développement durable. Mais notre école y est déjà, parce qu'elle a impliqué, je vous ai dit, depuis 2010, dans l'éducation au développement durable. Mais notamment, notre école a été labellisée aussi E3D en 2021, si mes souvenirs sont justes. Voilà, au dernier niveau. Ensuite, au niveau des objectifs pédagogiques, donc nous, on s'inscrit toujours, on s'implique dans une démarche collective éco-citoyenne pour tous les projets qui sont menés dans le cadre du jardin pédagogique. Donc, pour établir ce diagnostic, on a pris la tâche d'un organisme qui n'existe peut-être plus maintenant, Organéo. Et en fait, cet organisme-là nous a proposé un pack. Ce pack, c'était à la fois de faire un diagnostic et le suivi durant l'année scolaire et l'évaluation ensuite pour voir comment avait fonctionné le projet. Ça, c'était la partie suivi restauration scolaire. Et il y avait une autre partie sur laquelle on était vraiment, vraiment attaché, c'est-à-dire c'était la formation, parce que dans toute l'équipe périscolaire, ATSEM et enseignants, nous n'étions pas du tout formés au compostage, ni forcément au gaspillage alimentaire. Donc, on s'est mis d'accord sur un plan de formation pour devenir maître composteur et avoir une journée de formation en plus pour se former à la gestion des déchets. Donc ça, c'était dans le pack d'Organéo. Et donc ça représentait donc une facture d'à peu près 3 000 € pour le tout, le suivi et la formation des personnels. Dans la formation des personnels, ce que j'ai obligé de vous dire, c'est qu'on travaille aussi en synergie avec toutes les associations du village, notamment MJC, Syndicat des arboriculteurs et mairie. Et en fait, ces partenaires et parents d'élèves, et ces partenaires-là faisaient aussi partie de la formation. Parce que nous, l'été, le jardin, il est aussi géré par les familles. Et donc, il était important de former la communauté, donc des référents, donc 3 référents pour la MJC, 3 référents pour l'association des arboriculteurs, 3 pour les parents, 3 et pour l'école, c'était le périscolaire, c'était le personnel complet. Donc, c'était en réseau. On a eu une réflexion de réseau par rapport à ce projet-là. Alors, donc, dans les synthèses, donc, vous voyez, il y a eu une analyse du fonctionnement de la restauration. Donc, on était sur un score global de 27 sur 40, donc on ne pouvait que s'améliorer, entre guillemets. Et donc, à chaque fois, les points positifs étaient notés et surtout, les leviers d'action à mener étaient identifiés pour chaque item. Donc, implication de la structure, levier d'action, continuer la sensibilisation des enfants au gaspillage alimentaire, réaliser des pesées régulières des déchets alimentaires. Donc, pour chaque item, implication de la structure, matériel et moyens, estimation du nombre de repas préparés, les menus, commandes, livraison stock, ça a été évalué. Donc, nous, on sait que la restauration collective de Volmerange, en fait, elle produit plus de déchets que la moyenne nationale. On s'est basé sur l'ADEME. Et par contre, on a eu beaucoup de pistes d'action et on les a discutées ensemble. Donc, pour le fonctionnement, juste pour vous cibler, donc les locaux, la cantine, comme je vous l'ai dit, est située juste à côté de l'école.
Donc ça, c'est très bien. 2 salles de restauration, une salle pour la maternelle, une salle pour l'élémentaire. Au niveau des menus, on est livré, hein, donc les repas sont livrés, ils viennent de Boulay. On fonctionne sur 5 jours parce que c'est une école qui est ouverte le mercredi. Les menus sont toujours élaborés par le prestataire de restauration. Il y a un code de couleur pour repérer les produits régionaux, donc en rouge, et les produits bio, parce que on travaille aussi les menus avec les élèves, hein, dans le cadre de l'éducation et des apprentissages. Et puis, donc, ce sont des menus variés qui respectent globalement les recommandations de la santé publique. Alors, donc, ça, c'est dans notre restauration scolaire, donc périscolaire. L'organisation du service, les enfants donc sont servis directement dans l'assiette par l'adulte. Ça permet de mesurer voilà, ce que souhaite l'enfant. Et les desserts sont tous servis individuellement. Pour le tri des déchets, vous le voyez, donc on a des bacs, hein, chaque bac est identifié. Donc, viande, fruits et légumes, compost. Donc là, vous voyez une série. Donc, au niveau de l'organisation des pesées, donc il y a des pesées des déchets à l'aide d'un pèse-personne. Les élèves de CM se rendent à la cantine après le repas et ils pèsent le seau du jour. Au départ, on a démarré comme ça, et environ toutes les 3 semaines. Et après, on reportait les données et on se servait, par exemple, de ces données-là pour faire des situations problèmes en mathématiques. Voilà, donc rien n'était perdu, ni les déchets, ni les données. Voilà. Ensuite, au niveau de la présentation des résultats, donc les élèves, notamment nos éco-délégués, répertorier les résultats et en fonction des menus, nous disaient s'ils appréciaient ou pas. On notait aussi les goûts alimentaires parce que ça donnait quand même une indication aussi par rapport aux déchets. Et on s'est aperçu, par exemple, sur le dernier tableau, là, qu'on avait environ 11 kilos de déchets par semaine. Voilà, c'est variable, mais ça reste plus ou moins une moyenne. Donc, ce tableau-là, les éco-délégués les transmettent dans toutes les classes et ça fait l'objet de discussions et de débats à chaque niveau scolaire, bien évidemment, hein. Alors, au niveau de l'analyse des résultats, on sait que les légumes servis en entrée et certains fromages étaient peu appréciés, hein, par les enfants. Par contre, on le sait tous, hein, les féculents, il n'y a aucun souci pour les féculents. Et on sait que les fruits, souvent, on a remarqué qu'ils commençaient à les manger, puis après, les laissaient de côté. Voilà. Donc, en conclusion, pour nous, en tous les cas, pour cette expérimentation sur Volmerange et Boulay, une des causes du gaspillage alimentaire doit passer par une diminution des quantités livrées. Parce que en fait, on avait trop de livraisons, on avait trop en quantité. C'est-à-dire, on a à la fois des élèves de maternelle et d'élémentaire. Il n'y avait pas de distinction de grammage entre les 2 enfants, enfin, entre la maternelle et l'élémentaire. Et puis, le mercredi, on s'est aperçu qu'il y avait un autre souci. Notre école était livrée en fin de tournée et en fait, tout ce que les autres prestataires ne prenaient pas, on l'avait. Donc, par exemple, on pouvait se retrouver le mercredi avec 10 enfants en restauration et 10 baguettes. Voilà, par exemple, de pain. Donc, forcément, ça augmentait aussi notre gaspillage alimentaire parce qu'on était trop livrés le mercredi. Donc, les assiettes sont chargées à la demande des enfants. Et certains enfants sont réticents face à la consommation encore, hein, on y travaille, de certains aliments. Et puis, on s'est aperçu aussi qu'il y avait, au niveau de la notion du gaspillage, c'était pas tout à fait clair au niveau des élèves, et parce qu'il y avait vraiment une confusion avec pollution. Donc voilà, donc ça a été travaillé aussi en classe. Donc, on a défini à partir de ça 3 plans d'action. Donc, définir le gaspillage alimentaire, parce qu'on a vu que c'était pas bon au niveau du concept. Sensibiliser les enfants aux enjeux du gaspillage alimentaire. Et puis après, le plus important, lutter contre le gaspillage alimentaire. Notre premier plan pour la définition du gaspillage alimentaire, on a essayé dans chaque classe et on a essayé de recueillir les représentations initiales des élèves sur ce que c'est que le gaspillage. Donc, on a fait un sondage. Et puis, par exemple, on vous a mis quelques anecdotes. Donc, le CE1, CE2, pour eux, c'est bien jeter la nourriture. Pour le CP, c'est on ne mange pas tout, c'est gâcher ce que l'on mange. Et puis, par contre, pour la maternelle, et là, on s'est dit qu'il fallait vraiment insister sur la maternelle, c'est salir, c'est gribouiller, c'est quand on jette les jouets. Mais en même temps, c'est normal parce que sur les classes élémentaires, les enfants sont plus auto-centrés. Donc, voilà, finalement, après, on s'est dit que c'était pas si grave que ça. Ensuite, on a élaboré une définition commune sur toute l'école et le périscolaire sur la notion de gaspillage alimentaire qui a été affichée. Et puis, on a fait faire des recherches et mutualiser les données de tous les élèves. Voilà.
On ne l'a pas apporté, cette définition. C'est les élèves qui l'ont cherché. Donc là, vous avez un travail sur le gaspillage alimentaire dans une classe de CM1, CM2, où les élèves ont émis des hypothèses sur ce qu'était le gaspillage alimentaire. Ils l'ont vérifié dans le dictionnaire et dans d'autres livres. Et en fait, en ont fait une conclusion après qui a été transmise à tous. Ensuite, sur le deuxième plan, donc la sensibilisation. Donc, comme vous voyez, on a eu plusieurs axes que je vais vous définir après. Donc, on a visionné, par exemple, un reportage sur le gaspillage alimentaire, adapté au niveau scolaire de tous. On a étudié la pyramide alimentaire et les différentes familles d'aliments. On a créé une fleur des 7 familles alimentaires, on l'a diffusée dans toutes les autres classes. On a élaboré des menus équilibrés. On a sensibilisé les élèves aux enjeux sociaux du gaspillage et notamment en lien avec la banque alimentaire des restaurants du cœur. Et puis, on a créé un slogan, une affiche et puis une chanson qui a été aussi présentée lors du concours SIDEM. Alors, le premier, donc c'est le gaspillage alimentaire. Donc, il existe des petites vidéos de sensibilisation. Donc, nous, on avait choisi celle-là qui était sur Décode Actu, sur France TV, donc qui présente en 20 minutes de façon très claire ce qu'est le gaspillage alimentaire. Ensuite, donc autrefois, à gauche, on étudiait cette pyramide alimentaire. Donc maintenant, voilà, elle n'est plus en fonction. Maintenant, on se base sur le document de droite, le PNNS 4. Et donc, c'est les nouvelles recommandations alimentaires pour les adultes. Donc voilà, donc on a travaillé sur ça. Et puis, en dessous, vous voyez le document sur l'assiette santé. Donc, cette assiette-là, c'était pour que les élèves comprennent la part entre les légumes et les protéines et puis les féculents. Voilà, histoire de quart d'assiette. Donc, ensuite, les élèves ont créé une famille alimentaire pour que ça soit clair pour tous. Donc, l'idée, c'était de représenter les 7 familles alimentaires avec… donc, ça, c'était une recherche de la classe de CM1, CM2 aussi. Voilà. Autre sensibilisation, donc comment créer des menus équilibrés? Qu'est-ce qu'un menu équilibré? Les menus équilibrés à la restauration scolaire, mais aussi à la maison, voilà, parce que le but, c'est de faire quand même le lien aussi un peu avec les familles. Donc, menu équilibré à la cantine. Donc, ce menu contient-il toutes les familles d'aliments? Donc, on leur avait donné quelques menus et ils devaient identifier les familles. Donc, les quantités, que pourriez-vous faire pour éventuellement l'améliorer? Voilà, ça c'est une base de travail. Donc, les enfants de l'école donc se sont rendus aussi au restaurant du cœur. Donc, ils ont fait une course d'endurance, ils ont fait une collecte de fonds, et puis l'argent a été déposé lors de la visite des restaurants du cœur dans l'année. Ensuite, les élèves ont travaillé sur un slogan et une affiche qu'on voulait à la fois laisser au périscolaire et à l'école. Dans le cadre de cette liaison. Donc, c'est un slogan qui est né sur la notion de partage. Donc, certains enfants n'aiment pas la viande, d'autres n'aiment pas la salade, par exemple. Et donc, il leur semble alors tout naturel de donner leur part aux voisins pour éviter le gâchis, évidemment, sans y avoir touché au préalable. Donc, et même démarche pour le pain. Donc, le slogan, c'était « Ne touche pas ton pain, ne charge pas ton assiette, mieux vaut donner que jeter ». Donc, ça, c'est la chanson qui a été créée ensuite. Sur la chanson de Yannick Noah aux arbres citoyens qui a été en fait détournée. Voilà. Ma cantine sans gaspille. Et puis le dernier plan, donc c'était la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc on a créé et alimenté 1 ou 2 bacs à compost. On a essayé de définir des tailles de portions différentes en fonction de l'appétit des enfants. C'est ce que je vous avais dit en amont. Au départ, on ne le faisait pas. On a revalorisé le pain. On va vous expliquer comment. On a compté les assiettes vides pour que les enfants se rendent compte réellement. On a recueilli les avis, les propositions des enfants et notamment par le biais des éco-délégués pour la diffusion auprès des autres. On a assisté à un spectacle culinaire et on a fait des pesées régulières. Vous voyez, à chaque plan, on a essayé de varier les activités autour du thème fédérateur de la lutte. Donc, pour valoriser le pain, donc vous voyez par jour, donc ça vous avez les caisses pour les 4 jours, donc vous voyez que ça représente quand même une certaine quantité. Donc le pain a été revalorisé pour le goûter l'après-midi même, voilà avec voilà tartine de chocolat, etc. Et puis ce qui restait, on le proposait à tour de rôle aux fermiers, aux agriculteurs du coin. Voilà, de façon tout à fait équitable avec un système de rotation qu'il a fallu organiser. Voilà.
Ensuite, le comptage des assiettes. Donc, au périscolaire, il y avait un tableau. Donc, tous les jours, ils relevaient en fait ce que les élèves avaient aimé, pas aimé, et le nombre d'assiettes vides. Donc, vous voyez, donc ça, vous avez un exemple au mois de décembre. Et puis, au mois de janvier, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui se fait de façon ritualisée maintenant. Et ça permet d'encourager l'assiette vide. On a essayé de recueillir aussi les avis et les propositions des élèves. Donc, pareil, hein, donc toujours un questionnaire. Hein, donc, quel plat as-tu préféré? As-tu vidé ton assiette à chaque fois? Sinon, qu'as-tu laissé dans l'assiette? Dans quelle mesure? En petite quantité, en grosse quantité, hein, c'est à eux de mesurer ça. Pourquoi? Ça demande une justification. Qu'aurais-tu préféré avoir? Parce qu'il faut laisser une ouverture pour réajuster. Et ils devaient donc mettre le petit smiley de l'appréciation du menu. Donc ensuite était créée une synthèse que vous voyez sur la partie droite. Donc l'entrée, le plat préféré, l'entrée, le plat principal, fromage, dessert, je me sais couper, et les quantités. Donc là, vous avez une synthèse sur une journée. Pesé, donc, vous voyez, donc c'est par l'intermédiaire de ces seaux, donc sur le pèse-personne. Donc 4 pesées, donc les pesées étaient régulières, septembre, novembre, mars et juin. Et ça, c'est quelque chose qui, c'est maintenant dans les habitudes. Hein. On le continue depuis un moment maintenant. Parce que cette expérimentation-là a eu il y a quelques années déjà. Donc, les pesées. Alors, pour lier le tout et que ça fasse sens, on avait trouvé un spectacle qui était rigolo où les acteurs jouaient leurs pièces, mais en même temps cuisinaient tout au long du spectacle. Et puis, on a fait le lien avec les activités du périscolaire, parce que c'est la période d'Halloween, où au périscolaire, les élèves ont pu faire une soupe eux aussi. Voilà, donc le spectacle, c'était soupe à la patate. Ensuite, on est arrivé au gros du projet, donc créer et alimenter 1 ou 2 bacs à compost. Donc ça, c'est la journée de formation au compostage avec le comité de pilotage hein, que vous voyez à gauche, donc la fameuse formation adulte. Et à droite, donc vous voyez les élèves qui, de la cantine, déposent les déchets et brassent aussi le compost. Donc là, vous avez un petit article sur notre projet Organéo. Là, vous avez à droite l'article de journal qui était paru suite à cette formation. Alors, sur le compostage, le plus gros enjeu, c'était la réalisation et l'alimentation des bacs à compost. Hein, et cette nouvelle matière viendra donc au printemps nourrir les bandes de notre jardin pédagogique. Donc, il a fallu dans un premier temps définir les spécificités du compostage. Hein, comme je vous l'ai dit, on était vraiment novices en la matière. Donc, le travail fait en classe avec un intervenant. On a eu des recherches sur le thème du compost. On a mené différentes enquêtes auprès des parents, des grands-parents qui pratiquaient déjà ça, hein, parce que les grands-parents le pratiquaient. Et puis, on a eu cette espèce de recette qu'on a mis à droite sur le silo à compost dans le jardin. Petite recette. Donc ensuite, donc, tous les 2 jours, on vide le seau et puis on essaye de brasser. Donc à gauche, pardon, vous avez une affiche sur le compostage qui nous donnait la guidance sur les règles d'or à observer. Ce qu'on peut mettre et ce qu'on ne peut pas mettre. Donc le silo à compost dans notre jardin, c'était la 2e phase. Donc le bac à compost est bien rempli. Le compost apparaît au fond. On avait les vers de terre, donc on savait que c'était fonctionnel. Et on avait, à côté, on avait créé aussi une réserve de matière sèche disponible. Donc, on sait que notre premier bac a été vite rempli. Et du coup, en fait, on a déjà pensé à créer un 2e bac. Donc, ça a été très rapide. Hein. Donc, au niveau de l'évaluation, on se rend très bien compte que ce travail commun, ça nous a permis une efficience des actions. Donc, les enfants ont bien pris conscience du rôle qu'ils ont à jouer dans notre société. Ils sont bien acteurs de leur avenir par les gestes éco-citoyens dans ce cadre-là, en respectant la nature, en comprenant réellement ce que c'est le sens du mot gaspillage dans les différents domaines. Parce qu'il n'y a pas que le gaspillage en EDD, hein, il y a d'autres, hein, des gaspillages énergétiques, etc. En faisant des efforts par rapport à la nourriture et en donnant de leur temps pour penser aux autres, pour s'occuper du bac à compost, pour initier les plus jeunes et parfois même les parents, parce qu'en fait, on s'est aperçu que les parents nous ont beaucoup interrogés, notamment pour les histoires de menus. Alors, au niveau de la performance des résultats, les efforts ont été récompensés parce que lors de l'évaluation, on s'est rendu compte qu'il y a eu une chute des quantités d'aliments jetés,
On a beaucoup discuté aussi avec la restauration, hein, le prestataire au niveau de la cantine, pour régler déjà le problème du mercredi et régler le problème du grammage de la maternelle. Donc, on a une moyenne de 21 kilos de déchets par semaine et une moyenne de 11 kilos par semaine cette année. Donc, on se rend bien compte que il y a bien une chute des quantités. Et puis, par la qualité de notre compost, parce que donc des tests ont été faits sur notre compostage, et voilà, on a du bon terreau fertile. Donc ça, je vous ai présenté le rapport de suivi du compostage. C'était une des dernières visites de la société Organéo. Donc, vous voyez, les participants, c'est à la fois scolaire et périscolaire. Donc, un bilan général sur les informations sur le site, sur le fonctionnement, et puis les préconisations toujours pour qu'on puisse continuer notre travail au mieux. Donc, notamment, il nous avait été conseillé de broyer un petit peu plus en petits morceaux tout ce qui était pièces sèches, voilà, les bouts de bois, etc. Et là, donc, on a mis donc en conclusion l'action de sensibilisation avec prise de conscience et participation de tous a réellement porté ses fruits de par ce projet. Voilà, donc lorsque les élèves de l'école ont présenté leur travail, qu'on vous présente là aussi aujourd'hui, donc ils ont reçu le premier prix au concours, hein, dont vous voyez en bas, donc dans la catégorie cuisine centrale, et donc ils ont reçu un chèque de 500 € pour la coopérative scolaire. Donc ça nous a permis de participer à cette facture de 3 000 € par rapport au diagnostic et au suivi. Voilà. Donc, il faudra poursuivre pour atteindre in fine le zéro gaspille. Voilà, on y arrivera peut-être un jour. Et puis, là à droite, vous avez un article de journal, pareil, qui est paru suite à l'expérimentation à l'école. Et puis, en classe, c'est juste pour vous faire le lien, je vais passer un peu rapidement, mais c'est pour vous montrer toutes les activités qui ont été possibles en classe à partir de cette expérimentation dans laquelle les élèves ont tous été acteurs. C'est ça qui est important. On est bien dans le développement de la pédagogie de projet. Ce ne sont pas les adultes, ce sont les enfants qui travaillent. Donc, en classe, c'était un travail qui a été mené sur une classe de CP-CE1 sur les déchets alimentaires, et a été créé des petites résolutions en mathématiques. Donc, par exemple, combien il y a de personnes qui jettent les déchets? Ça, c'était au départ. Alors, ça, c'est pas des situations problèmes. Au départ, ils se sont posés des questions sur le compost et les déchets. Ensuite, on a défini ensemble, ça c'était dans la classe de, pareil, CP-CE1, ils ont défini ensemble sur quoi ils voulaient travailler précisément. Et à droite, vous voyez par exemple le relevé des seaux pour les plus petits. Donc, l'idée, c'est par exemple, on ne peut pas répondre combien on a de déchets. Alors, attendez, on peut répondre en calculant les déchets que l'on a mis dans les seaux et qui vont être dans le composteur. Ça, c'est une des propositions. Une autre, c'est pour la question 4, on peut répondre en calculant les déchets par mois. Voilà, ça, c'était les propositions des élèves. Dans une autre classe, il y a eu une frise sur le tri des déchets. C'est pas très net, mais voilà. Donc, où on met les déchets, qu'est-ce qu'on fait du pain, le composteur, la mise en place du composteur avec les matières sèches, végétaux et féculents. C'est un travail qui est mené dans pareil, classe de CM1 sur le tri des déchets, hein, parce qu'il y a à la fois les affichages, les outils et après le travail dans les cahiers. On s'est basé sur différentes signalétiques pour le compost qui étaient clairs pour tous. Ça, c'est aussi très important que les outils soient communs, hein. Et là, donc, c'est la restauration scolaire. Donc, c'est là où c'est la restauration du côté des grands. La maternelle, c'est de l'autre côté. Donc, on s'est rendu compte qu'on a formé des élèves éco-responsables, hein, voilà, et que cette notion de réduction des déchets, elle est vraiment claire maintenant pour tous. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et puis vous pouvez prendre contact avec Gaëlle, donc ou me poser vos questions donc par ma boîte mail. Et hop. Et voilà. Alors, il y a eu quelques petites questions dans le chat. J'ai essayé d'y répondre au fur et à mesure.
Si vous n'avez pas suivi. Alors je vois qu'on est un petit peu court au niveau du temps. Fabrina a été, elle nous a présenté un très beau projet, donc ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Hem alors le carnet est-il composté désormais? Alors, je ne crois pas, étant donné que, la directrice, donc Fabrina, était partie, ils ont préféré, rester sur les valeurs sûres, on va dire. Mais en fait, ils auraient très bien pu, le composter parce que, ils n'auraient pas eu, de grosses difficultés à savoir gérer ça. Maintenant, vous avez peut-être vu, leur, bac de enfin leur composteur. C'était pas des composteurs, tout à fait, montés comme, des composteurs qu'on achète dans le commerce et donc voilà, ils ont préféré, jouer la carte, de la valeur sûre. Le nombre d'élèves, dans l'établissement, je sais plus, elle me semble qu'elle avait parlé de 5 classes. Je pourrais vous retrouver ça, je l'ai plus en tête, je pourrais vous retrouver ça pour, vous donner la réponse. Je passe très rapidement, on a essayé de vous lister. Alors comme vous avez pu le voir, à travers, la présentation des cas concrets, présentés par Fabrina, on a des actions qui vont, coûter un petit peu 0 € finalement, puisque ça va être des actions qui peuvent être mises en place au sein de la structure, par l'intermédiaire, de l'équipe, qu'elle soit éducative ou d'accompagnement. Et puis après, on a des investissements qui, vont être un peu plus, onéreux, mais qui vont avoir une, plus forte valeur, ajoutée. Donc on est, sur, de la campagne d'affichage ou bien sur, l'évolution du self, une cellule de refroidissement qui vont être des coûts un petit peu plus importants. Mais comme on vous le disait tout à l'heure, ça, c'est des choses qu'on peut pas vraiment chiffrer parce que ça va dépendre, de la taille de votre cuisine, du nombre de convives. Donc, voilà, nous, on vous a listé quelques exemples, mais l'objectif, c'est bien d'analyser vos problématiques au sein de vos structures et de pouvoir ensuite, déployer des actions, qui sont adaptées. Sans oublier la pesée de suivi 1 an plus tard, qui va vraiment permettre de suivre l'impact des actions qui ont été menées, qui va permettre de mesurer évidemment la réduction, du gaspillage alimentaire et puis, toujours garder les convives et le personnel, motivés en les félicitant, en montrant la réussite du travail d'équipe et puis d'identifier d'autres actions possibles et comme on l'a demandé, dans le chat, depuis que la directrice est partie, est-ce que l'établissement a toujours de bons résultats? Eh bien oui, parce qu'ils ont eu la chance d'avoir une nouvelle directrice qui était motivée par le projet et aussi le fait que l'équipe éducative était, à fond. Donc voilà, il n'y a pas eu un gros renouvellement d'un coup au sein de la structure, ce qui a pu rendre possible, le passage, la transition de façon tout en douceur et puis aussi elle l'a dit, hein, le fait que, les parents étaient mobilisés, que le jardin pédagogique a pu vivre durant les vacances et compagnie, ça a été un gros facilitateur parce que tout ça était très concret. Voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps. Je vous propose tout de suite de passer à l'intervention de Sodexo. Alors, juste, je me permets juste de préciser, hem, là, Fabrina nous a bien parlé du cas d'une restauration satellite. Donc, hein, le fait qu'ils aient, vraiment des chiffres, qu'ils aient réalisé les diagnostics, ça leur a vraiment permis de travailler sur le marché qu'ils avaient avec, leurs, prestataires, puisque, ils avaient des chiffres concrets pour leur dire: «Bah, non, en fait, les quantités, elles sont pas adaptées». Voilà. Je vous propose sans plus tarder d'écouter, l'intervention de Frédéric Boya du groupe Sodexo. J'enregistre sur mon ordinateur. À Alors, vous. alors moi, c'est Frédéric Boya, je fais partie du groupe Sodexo. Je suis basé sur Nancy depuis 2006. Je suis gérant avec une petite particularité sur l'établissement où je suis, c'est qu'on fait 1800 repas livrés en liaison chaude et on a 1000 repas sur place euh, self pour des collégiens lycéens. La réflexion sur le gaspillage alimentaire, sur le compostage, sur toutes ces idées-là, a été initiée au départ avec la ville de Malzéville, il y a peut-être 4-5 ans maintenant, et Organéo, en ayant les élus avec cette réflexion-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le gaspillage et surtout revaloriser une partie du gaspillage sur leurs offices livrés, parce que là-haut, on a 3 offices livrés pour lesquels nous avons du personnel Sodexo. Alors là, c'était une découverte pour moi,
une découverte aussi pour les élus, pour tout le monde, sauf pour Organéo, qui nous a bien accompagnés, avec un projet sur 1 an, avec une étude du gaspillage au départ, et puis après les sensibilisations avec des résultats au bout d'1 an, avec des mises en place sur un site. Et on a dupliqué cette mise en place sur un autre site l'année suivante. En parallèle, on a aussi mis en place le compostage sur la cuisine centrale de Nancy, où on fait 1000 repas sur self. Donc la complexité, c'était de savoir s'il était possible de gérer du compostage en ayant 1000 repas sur place au vu des volumes. Donc, expérience réussie. Alors, c'est pas toujours simple, ça n'a pas été toujours simple, mais c'est une expérience qui a été réussie parce qu'on a réussi à faire avec les gamins. Parce que, si on n'implique pas les ados dans cette démarche, ça ne marche pas, hein, pour éviter d'avoir des plastiques, des choses comme ça. Ça a été un peu difficile à mettre en place au niveau du tri, parce que former au même moment 1000 enfants sans que ça retarde le service, on n'a pas réussi sur les 15 premiers jours. On a réussi sur la 3e semaine en ayant trouvé une petite subtilité, une simplification dans le tri, et ils y ont trouvé leur gain de temps. Du coup, ça a été plus simple pour nous, et les élèves ne quittaient plus en retard la restauration. Toutes ces parties de gaspillage, nous, on était déjà plutôt bien. Nous étions sur 80 grammes, je crois, de mémoire de gaspillage alimentaire, alors que sur le département, si ma mémoire est bonne, c'est plutôt 120 grammes. Et on est même réussi à descendre à 60 grammes à des moments, hors pain, je parle. Hein. Le pain, c'était une catastrophe au départ, hein, mais vraiment une catastrophe. C'était 40 kilos de pain par semaine. Donc 40 kilos de pain, c'était incroyable. On a fait une table, hein, on a stocké pendant une semaine le pain, et puis le lundi, on leur a montré ce que ça représentait 40 kilos. Fait et dit, dans la même semaine, on est passé de 40 à 10 kilos. Donc, comme quoi, nos enfants sont pas débiles. Hein. Il faut simplement les sensibiliser, leur faire prendre conscience, en fait, que si chacun jette 2 morceaux de pain ou 1 morceau de pain, c'est beaucoup, au final, quand il y a 1000 gamins qui passent. Et que c'est mis à la poubelle et que ça n'a pas de sens. À une époque, sur Nancy, il y avait la lutte du pain contre la faim, où on pouvait revaloriser le pain. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, ça n'existe plus. Donc, le pain, on ne sait pas comment le revaloriser. Malheureusement, c'est un déchet qu'on ne peut pas revaloriser. Aujourd'hui, on arrive à faire revaloriser du plastique, à revaloriser certains déchets alimentaires, mais pas foncièrement le pain au départ. Pour aider les associations, ça ne marche pas. Donc, on était descendu à 60 grammes. On a mis en place depuis septembre de cette année une nouvelle offre sur le self, parce que l'entreprise Sodexo s'est quand même engagée à baisser de 50% ses déchets alimentaires pour 2025. Ça, c'est un engagement pris par l'entreprise, écrit même. Et on a mis une nouvelle offre qui s'appelle Croc, hein, la cantine responsable de non-cuisine. C'est-à-dire qu'on a pris parti qu'une part du gâchis qui était généré n'incombait pas aux élèves, mais était notre faute à nous. Alors, ça peut être de la surproduction, mais ça peut être aussi de la surservice, on va dire. C'est-à-dire qu'on remplit peut-être trop les assiettes, etc. Enfin, par peur qu'ils n'aient pas assez. Donc, il y a une part qui était générée de notre part. Donc, du coup, l'entreprise a réfléchi à ça. On est site pilote, hein, donc on est le premier site en France à l'avoir déployé. On a un deuxième depuis. Donc, on a mis ça en septembre 2022. On a un deuxième site qui a été mis en place au mois de novembre 2022. Et où les enfants, on leur donne de l'autonomie, c'est-à-dire que nous, on leur sert plus que le protidique. Alors, je ne parle pas de l'entrée-dessert où c'est déjà l'entrée, c'est déjà une assiette, ils mettent ce qu'ils veulent dedans en termes de crudité et tout. Donc là, ils composent déjà leur assiette comme ils veulent. D'entrée, le dessert, c'est un petit peu aussi la même chose. Ils ont un contenant dans lequel ils peuvent mettre du fromage blanc bio local et de la compote de pommes maison et des fruits coupés s'ils le veulent. De toute façon, ils ne pourront pas mettre plus que le contenant est capable de contenir. Et ensuite, quand ils arrivent sur le chaud, en fait, on leur sert que protidique. Donc c'est de la viande sans sauce, c'est du poisson. Alors là, on met de la sauce, c'est compliqué à maintenir au chaud sinon et tout, mais c'est tout. Et après, ils retrouvent en salle des meubles de légumes et de féculents à volonté, et où ils gèrent eux-mêmes en fait les quantités. Et là, on se rend compte que nous, on fabrique plus qu'avant, ça c'est sûr, en termes de féculents, de certains produits. Avant, on fabriquait 60 kg de pâtes crues. Aujourd'hui, on est plutôt sur du 80-85 kg. Donc, on aurait tendance à dire que le gâchis, ça doit être phénoménal. Alors là, c'est faux. Le gâchis, on est passé de 60 grammes à 30 grammes.
Pourquoi? Parce que quand je parlais qu'on avait notre part de responsabilité, nous, en tant que prestataire ou en tant qu'adulte dans les assiettes, c'est-à-dire que le gamin, on servait à la tête du client, entre guillemets, t'es grand, t'es costaud, tu vas certainement manger beaucoup, toi, t'es petit, pas très épais, tu dois manger peu. Et en fait, on n'est pas dans la tête des gens, on n'est pas dans l'estomac des gamins. Et on s'est rendu compte que certains se servaient 3 fois des assiettes que jamais on n'aurait servi, ça c'est sûr. Et d'autres, en prenaient moins que ce qu'on leur servait. Donc, les résultats sont très simples, hein. 30 grammes de gâchis, donc ça veut tout dire. Et de gâchis, et encore, hein, dans les 3 grammes, des fois, il y a du poulet qui génère du cuisse de poulet, hein, l'os, on leur fait encore pas manger. La peau de la banane, hein, ils sont encore pas obligés de la manger. Donc, il y a une partie de gâchis qu'on ne peut pas, qui est normale, hein. Et puis d'autres, c'est parce que ils n'avaient peut-être pas foncièrement aimé, ou ils ont trop mangé, et puis ils ont eu les yeux un peu plus gros que le ventre. Mais quoi qu'il en soit, depuis qu'on a mis ça en place, on reste sur ces 30 grammes. Vraiment, c'est vraiment notre standard entre 30 et 35 grammes. Et ça, c'est une vraie réussite. Parce que les gamins, du coup, on est plutôt en train de les féliciter, on est content de ce qu'on fait. Quand on voit les poubelles, parce que pour que ça marche, en fait, on leur a fait prendre conscience des jetés. On parlait de pain en préambule tout à l'heure. Tout le pain que j'avais gardé sur une semaine, et là, on en a mis en place des bandes de tri avec des balances automatiques. Ce qui veut dire qu'au fur et à mesure qu'ils jettent, la balance, elle augmente. Tiens, j'ai jeté pour 300 grammes. La prochaine fois, je jetterai pour moi. C'est juste leur faire prendre conscience. Ce n'est pas de la répression. C'est juste leur faire prendre conscience que, attention, ils peuvent se resservir. Ils peuvent aller chercher 10 fois s'ils veulent. Prenez ce que vous pensez que vous allez manger. Allez vous resservir. Prenez-en un peu moins même. Allez vous resservir si vous avez besoin. Et en fait, ça match, hein. Il n'y a pas de secret, ça marche bien. On est même les plats végétariens, parce qu'on a adapté le contenant aussi des plats végétariens, avec une assiette creuse qui valorise le produit. On se rend compte que ces plats végétariens aussi sont plus plébiscités et on a moins de gâchis sur ces produits-là qu'on pouvait avoir à une certaine époque. Donc, il est certain que le gâchis, on y est tous responsables, hein. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on est nous, en tant que restaurateurs, on est les premiers responsables. C'est-à-dire que, excusez-moi du terme, si on fait de la merde, foncièrement, on va générer des gâchis parce que ça va pas être bon. Donc, commençons déjà à faire bien notre boulot. Commençons déjà à faire bon. Déjà, faisons ça correctement. Et normalement, le gâchis devrait déjà un peu diminuer. Après, écoutons nos gamins. Écoutons aussi nos obligations parce qu'on se doit de respecter un équilibre alimentaire, des règles, hein, le repas végétarien 1 fois par semaine, etc. Ça peut être générateur de gâchis. Mais encore une fois, si on sensibilise, si on met en avant le produit, alors c'est pas une science exacte, on est bien d'accord, on est dans la restauration, mais globalement, ça matche bien, quoi. Donc, c'est des choses là, ce que je parle, ce que je dis, c'est ce qu'on vit, hein. C'est la réalité, c'est pas du marketing, c'est loin d'être tout ça. C'est la réalité de ce qu'on vit au quotidien. C'est des choses vraies. Faut arrêter de produire pour produire. Ça, c'est le repas sur place. Et les repas livrés, moi, ce qui me gêne aujourd'hui dans les repas livrés, c'est tels que sont construits les appels d'offres pour les marchés publics. On est sur une recommandation qui est le GEM-RCM, hein. Le problème, c'est que ces recommandations, d'elles-mêmes, par rapport au cadre que définit le contrat, génèrent du gâchis automatiquement. Sauf erreur de ma part, un gamin élémentaire consomme en moyenne entre 300 et 340 grammes de denrées alimentaires. Aujourd'hui, le GMRCM, si je prends des exemples tout simples, 70 grammes de carottes, 70 grammes de pâtes, 70 grammes de viande, donc ça fait déjà 240, 310. Je rajoute le fromage coupe 340. Je rajoute une compote, 400 grammes, je suis déjà à 440, plus le pain. Enfin bref, je suis quasiment à 450, 480 grammes. Alors que les études auraient tendance à démontrer que c'est plutôt entre 300 et 350 grammes qu'un enfant mange. Donc déjà, on sait qu'on va presque générer 100 grammes de déchets. Et je pense que si on regarde les études qui sont faites, la moyenne, on est dans 100 grammes. Donc même si on fait bien notre boulot, l'estomac ne va pas le faire gonfler, hein, parce qu'il y a des habitudes alimentaires, des quantités alimentaires, et je mets quiconque autour de cette conversation, quiconque autour de la table, ces échanges que j'ai, aussi bien avec des élus, avec de parents d'élèves, avec d'appels avec des élèves, je mets quiconque autour de la table de me dire qu'il fait de entrée, plat, fromage, dessert, tous les jours, tous les soirs, tous les week-ends à leurs enfants. Je rappelle simplement que nous, en tant que prestataires, on est responsable quasiment que de 4 repas par semaine, quand pour le restant, tout incombe à la famille. Et quand je dis incombe à la famille et tout le restant, je ne parle pas que du repas du soir, hein. Je parle du petit-déj aussi.
Et ça, on l'oublie. Donc, nous, en tant que prestataire de service, en tant que restaurateur du midi, les habitudes alimentaires, on veut bien faire goûter certaines choses, mais c'est les parents qui la donnent. Et très honnêtement, aucun parent m'a répondu. Pourtant, je pense que là, avec l'inflation, je suis en train de voir tous mes clients, etc., avec la circulaire borne. Aucun client m'a dit qu'il faisait de l'entrée au dessert. Aucun. Donc, comment voulez-vous que les gamins mangent de l'entrée au dessert? Alors, ok, on va entendre, oui, mais c'est le seul repas équilibré, etc. Il existe des repas équilibrés 4 composantes. Donc, à un moment, il faut peut-être aussi revoir les quantités préconisées qui génèrent du gâchis. Parce que si je mets un champignon frais, pour les repas livrés, 70 grammes, allez, je vous le dis, on a fait l'expérience, 50 grammes dans la poubelle. Donc, on le sait. Donc, à un moment, il faudrait peut-être sortir un petit peu de tout ça, se remettre autour d'une table. Alors, je sais que dans le groupe, on a des personnes, Carole Vialissan, qui font partie des études qui sont faites avec l'État, avec la restauration collective, pour justement revoir toutes ces quantités qui n'ont plus de sens aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on entend là, de gâchis, d'inflation et tout, c'est peut-être un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'on est tous en train de se remettre autour d'une table et on est tous en train de se redire, est-ce que le modèle qu'on a mis en place depuis quelques décennies est encore viable, est encore raisonnable? Alors moi, ma réponse à titre perso est non, au vu des 100 grammes de gâchis qu'on peut avoir en moyenne. Par contre, si on commence à faire les choses correctement, on a moins de gâchis. Et si on a moins de gâchis, on aura plus facilement à maîtriser la revalorisation de nos déchets parce qu'on va libérer du temps. Donc, du coup, si je libère du temps, on peut missionner des enfants, des animateurs, des adultes pour faire du compost, pour sensibiliser sur tout ça. Et la boucle peut être bouclée parce qu'il y a toute cette part-là de déchets. OK, mais qu'est-ce qu'on fait de ces déchets? Aujourd'hui, pour beaucoup, ça va à la poubelle. Alors, je vous propose de nous arrêter là dans l'intervention de Monsieur Boya parce que l'heure avance et il y en a déjà qui doivent nous quitter. Donc, vous voyez, il reste encore une bonne dizaine de minutes. Donc, je vous inviterai à regarder la fin de son intervention si elle vous intéresse dans le replay et puis dans ce fameux PowerPoint qui pourra être téléchargé. Je vais laisser la main à monsieur Charles Thomassin. Alors, j'essaye de passer. Est-ce qu'il va Voilà. Charles, je te laisse. Merci Gaëlle. Effectivement, juste pour compléter un petit peu les illustrations très inspirantes qui nous ont été présentées, je voulais compléter de quelques éléments peut-être qui ne paraissaient pas forcément dans les témoignages et qui peuvent vraiment aider à lutter sur le gaspillage alimentaire. Donc le premier qui est en cours d'expérimentation et qui est inclus dans la loi Egalim, c'est des dispositifs de réservation de repas, dont l'objectif effectivement est de permettre aux convives de réserver leurs repas en amont afin que la cuisine puisse s'adapter en fonction du nombre de réservations et ne pas mettre en production une partie des aliments, par exemple. Donc, c'est des choses que certaines communes avaient déjà mises en place ou certaines Restocos bien avant la loi et l'obligation législative. Mais là, effectivement, ça va devenir une obligation. Mais avant qu'elle devienne effective, il y a une expérimentation en cours qui vise à quantifier et à mettre des chiffres, effectivement, derrière l'intérêt de ces dispositifs et puis essayer d'édicter des bonnes pratiques pour la mise en place de ces systèmes de réservation. Donc, je vous ai fait un petit tableau, je vais le passer un peu rapidement puisque le temps est un peu compté, mais voilà, ça mobilise un certain nombre de moyens, un système soit créé en interne, soit effectivement avec des prestataires qui proposent ce type de service. Il y a besoin que ce soit approprié par les personnels de cantine et les économes ou autres qui interviennent dans la chaîne de réservation de repas en fonction des établissements. Et pour les établissements qui participent à cette expérimentation qui a lieu jusqu'en décembre 2023, il y a ce côté, il y a le besoin de reporter les résultats sur Ma Cantine, qui est une plateforme dont je vous parlerai dans quelques minutes.
Donc voilà, et qu'est-ce que ça rapporte, quels sont les résultats de ce type les premiers résultats un petit peu. Alors les premiers vrais résultats compilés, on devrait les avoir à partir de l'été, puisque il y aura une présentation au Parlement 6 mois avant la fin de l'expérimentation. Mais des villes un peu pilotes sur le sujet ont démontré que, comme Montpellier, ils avaient réalisé, alors c'est une grosse ville, hein, Montpellier, mais 245 000 € d'économies par an. Et il y a une hypothèse théorique sur ce sujet qui est que sur un établissement scolaire de 500 élèves, en mettant en place effectivement ces dispositifs de réservation, au bout de la 3e année, on arrive à 100 000 € d'économie. Autre outil ou levier d'action pour limiter le gaspillage, il y a ce qu'on appelle les paniers anti-gaspi. C'est-à-dire que l'ADEME a édicté, il me semble maintenant il y a 1 an et demi, un guide que je vous ai mis en lien, qui permet de cadrer un petit peu le fait pour les convives de repartir avec les repas qui n'ont pas été présentés aux convives. Donc, c'est-à-dire ceux qui sont restés dans la cuisine, qui ont été maintenus au chaud ou effectivement qui n'ont pas été présentés, touchés, manipulés par les convives. Donc, ce dispositif-là, il y a un guide général qui le cadre. Et puis, on a une expérimentation, nous, dans le Grand Est, qui est portée sur le Pays Barrois et puis du côté du Sud 54, qui s'appelle le Challenge Foodbox, qui vise en fait à permettre d'impliquer en fait les élèves dans cette dynamique-là, et également les personnels de cantine, mais de mobiliser en fait les élèves d'un certain nombre de lycées, des lycées tests, qui mettent en boîte, qui font un petit peu ces doggy bags, on va dire, et puis qui sont revendus ensuite à un prix quasiment coûtant, mais voilà, à ceux qui souhaitent l'embarquer le soir. Et ça permet de financer des projets collectifs ou des initiatives environnementales. Donc, je vous ai mis là également quelques ressources. En termes de résultats, pour l'instant, il n'y a rien de concluant, mais on voit que certains chefs de cuisine, voyant la quantité de repas remis en circulation, réduisent et adaptent vraiment, sont vraiment encouragés à réduire les repas non présentés, le nombre de repas non présentés, et d'autres l'utilisent un peu comme un tampon, enfin une sorte un petit peu d'amortisseur, voilà, et ne changent pas radicalement de pratique. Voilà pour cette partie-là. Autre dispositif qui est plutôt connu, mais qui en fait a du mal quand même à se développer, c'est le don en restauration collective. Puis, notamment quand on parle de restauration collective, il y a des enjeux de maintien de la chaîne du froid, de logistique sur un temps assez bref. Donc, on voit que si l'idée est bonne et de bon sens, elle a quelques difficultés à se mettre en place. Donc là, dans ce cadre-là, il faut conventionner avec des structures d'aide alimentaire qui ont à la fois les ressources humaines et puis les moyens logistiques et matériels pour venir chercher des repas et les amener à leurs bénéficiaires dans un temps relativement court. Donc, je vous ai fait voilà, je vous ai mis quelques éléments dans le tableau. Le guide du don alimentaire en restauration collective, si ça vous intéresse, et puis une convention type qui existe afin d'assez facilement conventionner avec les structures et les associations. Ce qu'on constate quand même, c'est que sur certaines grosses unités, type CHRU ou autres, il y a des partenariats qui se mettent en place parce qu'il y a un tel volume et sur une ou deux cuisines centrales qui font que la banque alimentaire, par exemple, peut venir et s'occuper de la logistique. Par contre, sur des plus petites cantines décentralisées ou autres, c'est un peu plus compliqué d'avoir l'interlocuteur associatif en face qui a une capacité de répondre. Donc ça, c'était un peu voilà, les 3 exemples un peu types. Je vous en ai cité un en plus sur le pain, notamment. Il y a quand même des possibilités de réinjecter ce qu'on considérerait comme du gaspillage dans la boucle, c'est-à-dire transformer du pain en chapelure, par exemple. Voilà, ça a un coût relativement modeste, mais là encore, ça nécessite de travailler sur les process de travail des équipes et de garantir, enfin, il y a quand même un petit peu d'achat matériel,
que le pain est séché dans de bonnes conditions, etc. Donc voilà quelques petites illustrations. Et puis, il y avait sur les slides d'après, et j'irai très vite malheureusement, mais c'est très intéressant parce que ça fait écho un petit peu au témoignage de la directrice d'école de tout à l'heure. Pour moi, ce qui marche quand on veut lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est effectivement d'être sur des dynamiques un peu globales, mobilisatrices, et qui impliquent notamment, quand on est sur un établissement éducatif, l'équipe éducative, et puis tous les acteurs autour de ça. Donc, je vous ai mis en lien, il y a des très jolies vidéos qui sont assez courtes et très inspirantes. Le Collège des Vignes du Cré à Protois, en Haute-Marne. Eux, ça fait depuis 2013 qu'ils ont porté ce travail-là, équipe éducative, équipe de cuisine, avec des vrais résultats, puisque là, on parle de poubelle. Je n'ai pas le grammage par assiette, mais ils ont réduit de 90% en 6 ans le poids de leur poubelle. Gaspillage alimentaire, plus déchets, voilà. En travaillant, en retravaillant la préparation des repas, en sensibilisant les personnels, les élèves, en faisant participer les élèves dans le choix des menus. L'intervenant précédent parlait du GMRCN. Effectivement, ça peut avoir quelques contraintes, mais ça n'empêche pas d'innover et de faire des choses avec les élèves, et ils arrivent également à proposer des menus qui leur plaisent. Et puis avec aussi un renforcement de l'équipe de cuisine qui était mise, enfin, je dis mise à disposition, mais qui est du ressort de la collectivité, puisqu'on parle d'un collège, c'était le département. Et puis des visites de terrain, de ferme avec les élèves, l'inclure vraiment dans le projet pédagogique de l'établissement, un peu comme l'école montrait tout à l'heure. La difficulté qui a été soulevée, c'est qu'effectivement, c'est une dynamique qui est assez complexe dans la durée. C'est très dépendant de personnes clés. C'est dépendant aussi de la façon dont la collectivité souhaite porter ce projet-là. Donc, il y a des alternances politiques, il y a des personnels de cantine qui peuvent bouger, partir en retraite, des personnels aussi de l'éducation nationale. Donc, c'est très important d'être attentif à ça. Et puis enfin, et je serai assez bref aussi, un petit focus sur les EHPAD, puisqu'on en a assez peu parlé, mais on l'avait montré au début, c'est des lieux où il y a beaucoup de pertes par gramme et par convive. Et on se rend compte qu'il y a aussi des enjeux en termes de nutrition et de dénutrition de ces publics-là. Je ne suis pas un spécialiste, mais juste pour vous orienter vers une démarche qui est très intéressante et qui a été assez probante, c'est celle de Maison Gourmande et Responsables, qui a été financée par des organismes sociaux. Il y a énormément de ressources sur leur site et ils ont suivi un certain nombre d'établissements et ils ont réussi à réduire de 20% les déchets alimentaires des établissements en 2 ans, tout en réduisant aussi de 5 points la dénutrition des personnes accueillies. Et tout ça en impliquant là aussi les équipes soignantes, ceux qui s'occupent de l'hôtellerie et de la restauration. Donc c'est impliquant, mais ça conduit à des résultats pas négligeables. Voilà pour le petit panorama. Et juste en quelques mots, parce que l'heure avance, Gaëlle et Elsa m'avaient présenté, donc moi je suis l'animateur du réseau Partage, et comme elle vous le disait en introduction, on est un petit peu le pendant du réseau Compost citoyen, mais sur les sujets d'alimentation et d'agriculture, puisqu'en fait, Partage, ça veut dire pour une alimentation responsable et une transition agri-alimentaire en Grand Est. Donc, en quelques mots, on rassemble des collectivités territoriales, des associations, des acteurs économiques, des têtes de réseau, des chambres d'agriculture, etc., pour réfléchir à comment promouvoir et faire advenir une alimentation plus durable, de qualité, de proximité. Et donc, on le fait à travers différents événements.
à travers le site que je vous ai mis, où on a énormément de ressources sur lesquelles vous pouvez aller fouiller. Le gaspillage alimentaire en fait partie. On a des actualités, des articles, des événements. Voilà, je vous ai mis quelques ressources supplémentaires en lien. À venir, qui peuvent peut-être vous intéresser sur ce sujet-là. On va avoir un retour d'expérience croisée sur des initiatives comme les familles à alimentation positive ou les défis déclic alimentation. Donc, c'est effectivement comment, là on n'est plus sur la restauration collective, mais c'est comment on engage les habitants et on travaille avec eux au changement de pratique. Voilà, donc avec 2 petits défis qui existent. On a à venir un replay, puisqu'on brasse toute la question alimentaire de la visite de l'espace test agricole de Metz Métropole sur l'installation de nouveaux agriculteurs. On va faire un webinaire sur le foncier agricole aussi. Ça peut intéresser des élus et des collectivités. Quels outils sont à disposition pour planifier et puis mettre de côté du terrain pour des installations agricoles. Et puis, plus globalement, on travaille sur un grand livre blanc autour de l'alimentation durable en Grand Est. Mais ce serait trop long de vous dire tout ça dans le détail. Donc, si vous voulez, en tout cas, suivre un peu nos actualités, je vous ai mis en lien voilà, la mailing gaspillage alimentaire sur laquelle vous pouvez vous inscrire et notre lettre d'info. Et puis également, il y a mon mail en dessous, donc n'hésitez pas à m'écrire s'il y a des questions supplémentaires. Merci encore, en tout cas, au Réseau Compost Citoyen d'avoir fait intervenir. Merci Charles, merci beaucoup. Il y avait un petit complément sur la restauration collective Ma Cantine. Exact, oui. Alors, en fait, la slide n'est pas à jour, mais quand on téléchargera, en fait, il y a 3 ressources nationales que je vous ai mises aussi en lien. Il y a Ma Cantine, qui est le site du ministère de l'Agriculture sur la restauration collective. Et c'est sur ce site que toutes les obligations réglementaires et législatives qu'on a citées au début seront à déclarer. Donc, il y a un vrai enjeu à ce que toutes les cantines soient connectées. Et puis, il y a tout un espace de ressources, d'échanges. Voilà, donc on peut se comparer aussi à d'autres cantines, voir si on fait bien ou pas bien. Et le gaspillage alimentaire fait partie des indicateurs suivis, en plus du bio et des autres signes de qualité. Et puis, il y a évidemment, il n'apparaît pas là, mais l'ADEME, avec Optiged, et énormément de ressources dessus, dont un guide sur comment lutter contre le gaspillage alimentaire. Je vous l'ai mis aussi dans une slide. Merci beaucoup. On va conclure. Le réseau vous a mis quelques ressources également qui sont disponibles sur notre site internet. Donc des fiches pratiques sur la thématique et puis notre fameux webinaire dédié au compostage autonome en établissement que l'on a, qui est disponible sur notre chaîne YouTube, voilà, qui aborde aussi la partie lutte contre le gaspillage alimentaire à la fin avec l'intervention de Nicolas Mortaz justement d'Organéo, qui a été cité plusieurs fois dans ce webinaire. Et on le remercie encore pour son intervention. Merci beaucoup, Charles, pour nous avoir complété un peu tous ces éléments et notamment la partie EHPAD qui, effectivement, a été un petit peu moins abordée et on voit pourquoi, effectivement. On va conclure. On voulait aller un petit peu plus loin sur le compostage autonome en établissement avec les parties chiffrées. Voilà, on vous a remis le tableau récapitulatif. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pourrez télécharger le PDF, la présentation en PDF. Donc, vous pourrez avoir tous les éléments chiffrés si vous souhaitez aller plus loin là-dessus. Évidemment, on reste joignable si vous le souhaitez. A-t-on encore le temps pour des questions? Je ne sais pas. Je pense que si vous en aviez eu, vous les aurez données dans le chat. Je vois beaucoup de personnes qui sont en train de nous quitter, donc on va terminer. On avait listé quelques questions, mais vous pourrez les voir dans le PowerPoint. Nos prochaines dates à nous, Réseau Compost Citoyen Grand Est, eh bien, c'est la fameuse quinzaine du compostage qui aura lieu du 25 mars au 9 avril. Donc là, c'est dans toute la France, c'est le prétexte pour parler compost et prévention également, donc lutte contre le gaspillage alimentaire sur les différents territoires en Grand Est et ailleurs.
Notre prochain webinaire élu sur les coûts, la dernière partie qui traitera sur la gestion des espaces verts et de leurs déchets. Donc ça, ce sera le 6 juin. Et notre prochain séminaire sur la thématique du sol que l'on organise en juin, la date est en cours de confirmation. A priori, ce serait entre le 8 et le 9 ou le 7 et le 8. Voilà, jeudi, vendredi, début juin. Sur la thématique du sol, il y a un beau programme qui est prévu. Et puis, si vous n'êtes pas encore adhérent au réseau Grand Est, mais venez, rejoignez-nous. C'est l'occasion pour vous d'avoir la primeur des infos, des ressources pratiques qui sont vraiment dédiées, des conseils personnalisés, l'accès gratuit à nos journées techniques, des tarifs préférentiels pour nos formations ou nos séminaires, et puis également l'application de suivi Workflow qui a été développée en Grand Est justement par Organéo et qui vous permet aussi de suivre les résultats de vos projets de lutte contre le gaspillage alimentaire. On n'en a pas parlé, mais ça fait partie de nos ressources qui sont gratuites la première année pour les adhérents du réseau Compost Citoyen Grand Est. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Nos coordonnées s'affichent. Bon, je pense que si vous êtes inscrit à ce webinaire, vous les avez déjà, mais n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter si vous n'êtes pas encore inscrit. À bientôt et bonne journée à toutes et à tous. Au revoir, à Merci. bientôt. Merci, au revoir.